Nous avons essayé avant-hier de vous présenter un premier visage de Hong Kong, le visage de cette grande ville qui s'appelle Victoria, avec d'une part ses quartiers européens, ses buildings, ses banques, ses grandes compagnies de commerce, ses boutiques de changeurs, son côté très cité au sens londonien du terme, mais cité tropicale évidemment, et d'autre part ses quartiers chinois où l'on retrouve vraiment tout le grouillement, la poésie forte et poussiéreuse, les sortilèges quelquefois de la Chine tel que nous nous plaisons souvent à l'imaginer, même si ce n'est plus tout à fait ce visage qui est le sien aujourd'hui. Mais il y a également à Hong Kong, en dehors de villes comme Kowloon, comme Victoria, une infinité de villages encore beaucoup plus chinois, d'aspect beaucoup plus traditionnellement, beaucoup plus, je dirais presque biologiquement chinois, et notamment des villages lacustres, des villages sur sampan, tels que celui-ci qui s'appelle Aberdeen. Cette jeune personne, qui se prénomme Ling Lo, fut notre sampanière attitrée à Jean-Jacques Rebuffat et à moi au cours de nos différentes visites à Aberdeen. Inutile de vous dire que Ling Lo ne parlait strictement que sa langue maternelle, c'est-à-dire le chinois, et pourtant nous nous sommes toujours très bien compris et elle nous a toujours menés exactement là où nous souhaitions aller, prenant même souvent l'initiative des opérations. Je crois qu'il est bon d'ailleurs de préciser que l'on estime à 300 000 environ le nombre des hommes, des femmes et des enfants qui vivent tout autour de l'île dans des villages flottants pareils à celui d'Aberdeen, où le sampan sert non seulement de moyen de locomotion, mais aussi et surtout d'habitation. Nous avons maintenant retraversé le bras de mer qui sépare l'île de Hong Kong de la presqu'île de Kowloon sur la terre ferme sur le continent asiatique et nous nous trouvons dans la plus grande artère, Nassen Road, de la ville de Kowloon qui, en 10 ans, a vu sa superficie tripler et sa population décupler. C'est à Kowloon que se trouvent les principales installations du port de Hong Kong, qui est surtout caractérisé par l'extrême rareté de ses quais, absolument hors de proportion avec l'importance de son trafic. Hong Kong est en effet une sorte de port flottant où les cargos jettent l'ancre au milieu de la baie et où ce sont alors des jonques, une infinité de jonques qui chargent et qui déchargent les cargos et qui font sans cesse la navette entre eux et les quais que vous avez vus à l'instant. Nous sommes en route à présent pour un village et un camp de réfugiés nationalistes qui s'appelle Rainy Mills. Je vous l'ai dit l'autre soir, le problème des réfugiés, de leur hébergement, de leur ravitaillement, de leur emploi, est aujourd'hui incontestablement le problème numéro 1 de Hong Kong. Nous sommes ici en plein fief nationaliste, comme l'indique ce drapeau, et pour accéder à Rainy Mills, il faut emprunter un sentier qui est peut-être très familier aux paysans chinois,
mais absolument pas aux citadins occidentaux. Et là maintenant, je voudrais vous présenter notre guide chinois que voici, qui s'appelle Georges. Georges à qui Jeff Kessel, qui avait déjà pu apprécier ses services, m'avait envoyé, et à qui nous devons une part importante de ce que nous avons pu voir à Hong Kong. En l'occurrence, Georges nous avait dit, notez qu'il est possible d'aller à Ready Mills par bateau extrêmement confortablement, mais pour vraiment comprendre Ready Mills, il vaut beaucoup mieux emprunter ce chemin de montagne. Et nous l'avons suivi. La marche a duré 2 heures sous un soleil de plomb fondu. Et voici Ready Mills qui a été entièrement bâti par les réfugiés. Lorsque nous arrivâmes à Ready Mills, on y préparait la fête nationaliste chinoise. Voici l'effigie de Sun Yat-sen et celle de Chiang Kai-shek. Et là, je vous jure que vraiment, pourtant, personne n'était prévenu de notre visite. Et voici le camp de Ready Mills, où 2000 soldats de Chiang Kai-shek, tous plus ou moins mutilés et désormais incapables de servir, sont parqués avec leurs familles. Et pour vivre, que font-ils? Eh bien, comme ce vieux colonel, ils font de la broderie, par exemple. Et ces hommes et ces femmes gagnent en brodant l'équivalent de 60 francs par jour, c'est-à-dire de quoi acheter 2 poignées de riz, c'est-à-dire de quoi ne pas tout à fait mourir de faim. Le village de Sai Kung, où nous sommes maintenant, est un village typiquement cantonais qui se trouve sur ce qu'on appelle les nouveaux territoires qui furent cédés par la Chine à l'Angleterre en 1898, selon un bail de 99 ans. Et vous allez voir que les Chinois ont souvent, devant la caméra, des réactions très différentes. Celui-là, par exemple, donnerait pratiquement tout ce qu'il a. Et ces dames, par contre, sont aussi jalouses des atouts qu'elles ont peut-être en main que des détails de leur physionomie. Ce chapeau avec ce store de tissu est la coiffure typiquement cantonaise.
Et nous roulons maintenant vers le seul poste frontière entre la colonie britannique de Hong Kong et la Chine communiste, c'est-à-dire la gare de Lowu, qui est aujourd'hui, avec Macao, le seul point de contact direct entre le monde occidental et la Chine communiste. Une Jeep militaire britannique nous rejoint et va maintenant nous servir de guide. Et nous voici à la gare de Lowu, car c'est uniquement une voie ferrée, et non pas une route, qui sert d'intermédiaire entre Hong Kong et la Chine communiste. Les paysans de la région passent régulièrement la frontière plusieurs fois par jour, sans aucun laissez-passer. Le train en provenance de Kowloon est arrivé. Il n'ira d'ailleurs pas plus loin car de l'autre côté de la ligne, un autre train attend les voyageurs pour la Chine communiste et tout d'abord pour Canton. Vérification anglaise faite par des Chinois habillés en anglais. Vérification chinoise faite par des Chinois vêtus à la russe. Nous sommes ici à la porte de la Chine. Hong Kong n'en est que l'antichambre et l'on a vraiment l'impression à Lowu que pour la colonie britannique, l'avenir n'est plus maintenant qu'une question de courant d'air.